Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invitée de cette semaine est animatrice depuis plusieurs années. C'est en tant que chroniqueuse culturelle à l'émission Salut Bonjour ainsi qu'à TVA Nouvelles qu'elle s'est faite connaître du grand public. Par la suite, c'est à titre de co-animatrice qu'elle est entrée dans le grand monde de la radiophonie. D'ailleurs, cela fait déjà plusieurs années qu'elle est une fidèle matinale au poste, puisqu'elle est à l'animation de l'émission matinale Les Lève-Tôt à Rythme FM, toujours impliquée dans des sujets qui lui tiennent à cœur. Porte-parole et ambassadrice dans le cadre d'animation d'événements corporatifs de tout genre, c'est son dernier projet réalisé dans le monde de l'édition et qui porte sur l'anxiété de performance chez les petits de 6 à 8 ans, qui se rajoute à ses fières réalisations. Maman d'Emma, 10 ans, et de Thomas, 8 ans, tous les sujets en éducation et sur la famille en général sont des sujets qui l'interpellent beaucoup. C'est donc avec grand plaisir que je reçois une maman cool et engagée, la pétillante Marie-Christine Proulx. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Allô? Bonjour, Marie-Christine. C'est une belle présentation. J'aime ça, moi, maman cool. Je trouve ça le fun. J'espère que mes enfants vont retenir ça. Mais t'as l'air d'une maman cool. Oui, à mes heures, je te dirais. Oui, maman cool ou poule, je suis pas sûre d'avoir bien compris. Cool. Poule Ça cool. les deux, hein? Oui, ça mélange les deux, je te dirais. Écoute, je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation. C'est très généreux de ta part. On sait que tu as des journées où naturellement, tu te lèves très tôt depuis plusieurs années. Je te dirais que ça fait partie de mon quotidien depuis tellement longtemps que ça fait partie de ma vie. Tu sais, tout le monde, c'est drôle, hein, parce que c'est souvent les gens, quand on est rendu, quand il est plus tard que 10 h ou 11 h le matin, ils disent hey, « ouais, ta journée est faite. Hein? » Oui et non. Je suis sous un autre fuseau horaire que tout le monde, mais il reste que... Tu sais, ça fait partie de moi depuis très longtemps, fait que je suis habituée à ça. Oui, puis ta famille, ton conjoint, tes enfants, ils sont sur le beat. Je te dirais qu'ils sont pas... Oui, exactement. Donc, faut suivre ça. Ouais. Bien, tu viens de parler, nous, naturellement, on va parler plein de choses, de tes projets, de ta vie de famille. Je sais que l'éducation te tient à cœur, ce qui se passe, les générations. Bon, t'es maman, naturellement. Mais t'es une fille qui vient d'où? Moi, je viens de Victoriaville. Ah, t'es une fille de Victo. De Victoriaville, née à Arthabasca. Mais c'est drôle, hein? Mes souvenirs demeurent surtout ceux en Estrie parce que quand j'ai fini mon primaire, nous, on est déménagé à Sherbrooke. Et, tu sais, mon université, quoique j'ai fait une partie d'université à Montréal, mais tout mon secondaire, tu sais, mes souvenirs d'adolescence, c'est surtout à Sherbrooke que j'ai des souvenirs. Mais non, je renie pas Victo, là. La King, ça. Tu connais bien. Oui, exactement. Wellington, à l'âge de 18 ans. J'ai quand même travaillé 8 ans dans les bars. Oui. Mais ça, c'est une autre vie complètement. Oui. Mais oui, donc je viens de Victoriaville, quoique j'adore Victo. Ça fait longtemps que je suis pas allée. Mais oui, c'est de là que je viens. Tu as des frères et des sœurs? J'ai une sœur, Amélie, qui a 2 ans plus vieille que moi. OK, donc tu es la cadette. Oui, exactement. Puis... comme justement, là, tu étais avec ta sœur, puis tout ça. Puis quel genre d'élève tu étais? Comment ça se passait, ta fratrie avec ta sœur? Ma sœur est avocate dans la vie, donc moi, j'étais vraiment, et je suis encore à ce jour, je pense, le mouton noir de la famille. Oui. Mes parents qui viennent du milieu de l'éducation aussi. Ma mère qui a été vice-rectrice à l'université, mon père qui était psychologue, mais qui a enseigné aussi beaucoup. Et je n'étais pas l'intello de la famille. C'est-à-dire que j'ai toujours eu du fun à l'école, mais... quand je regarde ma sœur qui réussissait tellement bien, tu sais, pas que c'était facile, mais elle était beaucoup plus studieuse que moi. Et moi, j'y allais, je te dis pas que je faisais le minimum, mais j'étais souvent dehors des classes, je parlais beaucoup, j'étais une tannante, j'avais besoin d'attention. Mais il y a des matières en particulier. Quand il y avait le côté créatif, ça, j'étais toute là. Mais, tu sais, j'ai réussi, j'ai fait mon bac, j'ai fait mon cégep, j'ai réussi, mais j'étais vraiment celle qui différenciait de toute la famille. Puis, tu disais, je suis le mouton noir, donc tu sentais quelque chose qui te peinait ou ça, quelque part? Non. Pas du tout. Tu t'assumais complètement? Je m'assumais complètement. Tu avais ça sorti du cadre? Oui, bien, tu sais, je sortais pas de façon flagrante, mais je te dirais que c'est quand j'ai décidé de faire le métier que je fais aujourd'hui que j'ai réalisé que j'étais vraiment le mouton noir de la famille. C'est-à-dire que sans être très, très loin de mon père, par exemple, parce que mon père aurait pu très bien être Pierre Bruno. C'est-à-dire que mon père, c'est un excellent communicateur, c'est un homme de parole qui aime s'exprimer, qui donne encore à ce jour des conférences. Tu sais, mon père, je pense que je retiens beaucoup ce volet-là de lui.
Mais, tu sais, je me rappelle, moi, ma soeur qui avait un 95 moi, j'en avais 75 ou 80 puis j'étais fière. C'est Ouais. plus à ce niveau-là, mais ça m'a jamais... Tu sais, on m'a jamais fait sentir ça Non, du tout, du tout. autant du que tout. ça, la comparaison des Ah, deux non, non, enfants. non, non, zéro. C'est peut-être moi Ouais. qui l'ai fait par Ouais, moi-même, c'est cette ça, tu comparaison-là. voyais, c'est ça, tu voyais Ouais, certaines mais choses. zéro, 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 là. Pas du tout. Puis ta dynamique avec ta sœur? J'ai une belle dynamique avec ma sœur, des petites chicanes comme Ouais. ça quand on était jeunes, mais on est très différentes. Je te dirais que depuis le départ de ma mère, depuis que ma mère est décédée, on s'est plus rapprochés. On a vieilli aussi, on a fondé... Tu sais, ma sœur a fondé sa famille plus rapidement, elle est avec le même chum depuis le secondaire, alors que moi, à 30 ans, je me retrouvais célibataire, pas de job. Tu vois, on avait une vie très, très, très différente. J'ai l'impression qu'à plusieurs étapes de nos vies, on n'était pas du tout au même endroit. Ce qui fait que, tu sais, moi, j'ai travaillé 8 ans dans les bars, alors que ma sœur, c'est une studieuse, avait quasiment sa vie de famille, puis je travaillais encore dans les bars. J'exagère, mais tu comprends un peu le portrait. Mais on n'a jamais été en conflit. Il y a des périodes de nos vies où on était moins proches. Puis aujourd'hui, là, tu sais, on se parle à toutes les semaines, on essaie de se voir. En même temps, elle a des ados, donc elle fait le taxi, je te dirais, plus qu'autre chose. Ouais. Mais on a une belle relation. Notre famille, on a une belle relation. On a toujours eu pas de conflit de famille, rien de ça, là. Puis ça, souvent, ça vient des parents. Tu sais. Oui. Donc, il doit y avoir quelque chose qui s'est transmis de vos parents par rapport à Oui, ça. probablement. Tu sais, je pense que nos vacances en famille étaient très, très importantes. On voyageait tous les étés ensemble, en famille, jusqu'à temps qu'on devienne trop ados, puis mon père fasse et ma mère fassent, bon, là, ils sont vraiment rendus trop ados. Je pense qu'ils apprécient même plus, on les amène. Mais je te dirais que oui, c'est vraiment, c'était important aussi dans la famille. On est tissés serrés. Puis je pense qu'effectivement, tu as raison de dire que c'est les parents qui amènent ça aussi, qui nous éduquent de cette façon-là. Qu'est-ce que tu penses selon toi, qui vous ont transmis le plus à toi et ta sœur, tes parents? Ah, je te dirais les bonnes valeurs de base familiales. Tu sais, il y en a plusieurs, mais je te dirais que, tu sais, quand je regarde, moi, la façon dont j'essaie d'élever mes enfants, je m'inspire fortement de la façon dont j'ai été élevée, à différents niveaux, à plusieurs aspects. Autant être proche des enfants, être à l'écoute, l'amour qu'on donne à nos enfants, les valeurs... C'est toutes les valeurs de base. Des modèles. Exactement. Il n'y a pas un côté. Puis je dis pas ça parce que ma mère est partie, mais c'est drôle parce qu'à la radio, il n'y a pas longtemps, on abordait le sujet. Qu'est-ce qu'on n'aime pas? Quel défaut de nos parents on n'aime pas? Moi, j'appelle ça les bébites qu'on transmet à Ouais. nos enfants. Puis, on leur transmet. Puis sais-tu quoi? Je réfléchissais à ma mère. Il n'y a aucun aspect d'elle. Là, je bifurque un peu dans ta question, mais non, c'est parfait. aucun aspect d'elle que je me dis, ah, ça, je veux pas ça d'elle. OK. Je veux pas retenir ça d'elle. Puis je dis pas ça parce qu'elle est décédée, puis mais d'où elle c'est- est. Mais il n'y a rien au contraire. Moi, ma mère, tu sais, quand je regarde tout ce qu'elle nous a légué, puis la façon qu'elle nous a élevés, tu sais, je veux avoir tous ces aspects-là. Il n'y a rien qui m'agace. Mon père non plus, là, mais on se ressemble plus, mon père et moi. mais ouais. Ça coule plus de soi. Tandis que ta mère, tu te dis, ben, regarde, on est peut-être un petit peu plus différents. Ah mais... non, c'est mais pas y a dans ce rien. sens-là. Non? Au contraire, ma mère et moi, OK. on était très, très, OK. très, très, très complices. Ça a été une étape, et encore à ce jour, Oui. aujourd'hui, difficile, mais Oui. non, mon père, on se ressemble plus au niveau du caractère. au niveau- Moi, c'est ça que je dis. On là, se c'est confrontait un peu plus parce qu'on Ouais. était pareil. Ben ouais. Mais avec ma mère, on a toujours eu une belle complicité. ça. Belle relation, c'est Ouais. ça. Ben, de voir que même si au niveau caractère, vous étiez différentes, il n'y a rien que tu voudrais ne pas avoir Ah non, d'elle. non, là. rien du tout. C'est ça. Puis justement, ta maman est décédée Oui. il n'y a pas si longtemps. 5 ans. Subitement. Oui. C'est toujours prêt, hein, qu'on parle. Moi, ça fait déjà en 2012, ça fait déjà 11 ans, puis c'est toujours prêt. Hein, C'est quand toujours prêt. Surtout quand c'est subi aussi. Oui. Ça, c'est des choses encore que vous ne savez pas trop qu'est-ce qui s'est passé ou Ben, de plus en plus. Il là, demeure des mystères dans tout ça, Oui. mais c'est arrivé subitement le lendemain de Oui. Noël, alors que mon père l'a retrouvé dans le coma, puis elle s'est Oui. jamais réveillée. Donc, ça a été un 43 jours intense en tout temps à l'hôpital, en se disant, en espérant, en souhaitant. Puis finalement, on a compris que la vie est ainsi faite. À un moment donné, tu peux pas avoir le Oui. contrôle de tout, même si tu aimerais ça à certains moments. Mais, regarde, c'est comme ça. Puis elle est là, puis elle est présente à sa Exactement, façon. oui. Puis ton papa est toujours vivant. Oui, toujours vivant que, tu sais, je trouve ça beau parce que c'est drôle, hein, ma mère nous a toujours dit depuis qu'on est jeune, je sais que je vais mourir vieille. Donc, on était tellement pas prêts, t'es jamais prêt à ça, mais tu sais, on avait ça dans notre toujours en Subconscient. arrière de notre tête. C'est ça. Moi, là, quand je prenais des photos avec mes enfants en vacances, je prenais souvent mon père en photo avec mes enfants, me disant, oh, maman, je sais pas, tu sais, c'était complètement fou. Puis c'est drôle, hein, parce que, tu sais, j'en parlais avec mon père, ma soeur aussi. Puis mon père comprenait pas trop au début quand elle est partie, ma soeur. Puis moi, il disait toujours, hey, c'est fou, hein, elle nous a toujours dit qu'elle partirait vieille.
Hey, moi, je me rappelle, elle m'a même dit une fois, elle m'a dit, j'espère vivre assez vieille pour voir ce que tes enfants vont faire dans la vie. Tu sais, quand je te dis qu'elle nous avait vraiment ancré Conditionné ça, qu'elle était pas prête à partir, puis elle était bonne pour plusieurs années. Puis mon père comprenait pas trop pourquoi on avait ça en tête, tu sais. Puis à un moment donné, il dit, hey, sais-tu quoi, avec le recul, c'est vrai qu'elle nous laissait sous-entendre ça, mais mon père est encore là, en pleine forme. Tu sais, c'est pas évident quand t'es pratiquement 50 ans avec la même femme, tu sais. Mais il y a cette espèce de... Mon père est très, très sociable. Je te l'ai dit d'entrée de jeu. Oui. Mon père est très sociable. Il aime ça voir le monde. Il voyage partout à travers le monde. Il y a ça. Fait que, tu sais, je peux pas... Encore là, c'est un beau modèle de résilience aussi, parce que veux pas... Tu sais, quand tu sais que tu as été avec quelqu'un toute ta vie, puis là, tu te retrouves tout seul. Mais tu sais, mon père et moi, on est très, très proches aussi. J'ai comme l'impression que, tu sais, tes parents sont là, dès ta naissance. Puis à un moment donné, c'est à toi aussi d'être là pour eux. Puis nous, c'est super important. Donc il est présent dans vos vies. Très présent dans nos vies. C'est un papy impliqué, présent. Oui, très, très présent. Bien souvent au chalet, nous voir la fin de semaine. Des fois, la semaine, il vient faire son petit coucou. Il est à Montréal, donc il est pas très loin. Puis il vient avec nous en vacances. Parce que nous, depuis qu'on est jeunes, mes parents nous amenaient dans le Maine. Puis là, maintenant, c'est à chaque année. Moi, ça fait 45 ans que je vais au Gunquit. Et là, maintenant, on fait vivre ça à nos enfants. Mais mon père vient avec nous. La tradition. Oui, la tradition. La première année, je pense qu'il voulait comme un peu, tu sais, c'est tellement de souvenirs. Oui. Même moi, la première année, sans ma mère, ça m'a un peu saisie parce Ben que un pas en avant, c'est des souvenirs. Il manquait quelqu'un. Puis tout est associé à des moments en famille. Oui, exactement. Mais non, on a une belle relation. Mais c'est une façon de faire le deuil aussi. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui t'a amené à naturellement, tu voulais aller étudier en com, j'imagine, c'est ça. Puis, savais-tu déjà ce que tu voulais faire? Non. Moi, j'avais pas là. En fait, c'est quoi? C'est drôle parce que, tu sais, il y a des gens qui sont. Je pense entre autres à Véronique Cloutier qui dit souvent, moi, je dansais dans mon sol puis j'animais des. Bon, oui, mais moi, j'avais pas ça. Je le faisais de façon inconsciente. C'est-à-dire que moi, souvent, je me faisais avec un rouleau de papier de toilette puis du papier d'aluminium, un micro. Puis là, dans ma chambre, je me faisais semblant que j'animais. Même quand j'étudiais, je me prenais pour un prof, mais je faisais un exposé oral. Et c'est drôle parce qu'au primaire, moi, tu me parlais d'un exposé oral. Et un mois d'avant, j'étais anxieuse, puis ça me pognait en dedans. J'haïssais ça. Je détestais ça. Et il y a eu un moment, un déclic, on devait faire un exposé oral en équipe. Puis je ne me rappelle plus ce qui n'avait pas fonctionné. Puis il y avait une maquette qu'on avait montée. Puis à la dernière minute, je ne me rappelle plus s'ils m'ont laissé tomber. Pour vrai, je ne me rappelle plus du contexte. Je m'étais dit, hey, c'est pas vrai. Regardez bien ça. Et je m'étais fait un exposé dans ma tête, tout mon côté créatif. Et ça a été une révélation. Quand j'ai fini mon exposé oral, je me rappelle très bien où j'étais en classe. Je ne sais pas pourquoi ce souvenir-là. Tu l'as vu ce moment-là. Puis je me suis dit, OK, c'est ça que je vais faire dans la vie. Et il y a eu un déblocage de je ne sais pas quoi. Et c'est là que je me suis dit... Amenez-en des exposés. Amenez-en des exposés, amenez-en du monde. Mais tu sais, ça a été difficile à dire à mes parents. Pas eux qui me mettaient une pression de faire un métier X. Pas du tout. Ben, j'étais tellement loin de ce qu'eux faisaient. Tu sais, mon père est psychologue en interculturel. Il enseignait à l'Université de Sherbrooke. Ma mère était vice-rectrice, a été enseignante aussi longtemps. Tu dis, ma soeur avocate, tu dis, salut, moi, je veux faire de la télé dans un monde qui est... Puis j'avais aucun contact non plus dans ce métier-là. Donc, j'ai fait une première année en droit pour finalement dire, ben non, là, je veux bien, mais c'est pas ça. Et après, je suis allée étudier en communication, puis mes parents m'ont encouragée de A à Z. D'ailleurs, s'ils n'avaient pas été là, monétairement parlant, je pense pas que je ferais ce métier-là aujourd'hui. Moi, je pense que j'ai vraiment... Je mérite la place que j'ai sans prétention, mais tu sais, je les ai monté les échelles, je les ai montés les petits pas. J'en ai fait pas du bénévolat, mais tu sais, des expériences non payantes pour prendre de l'expérience. Je les ai toutes faites. Tu as commencé comment, vraiment, ta première expérience? Ma première expérience a été une voix publicitaire à la radio. Je sais que c'est un peu étrange. Mais après, j'étais à Sherbrooke. Donc, j'ai fait la télé, là, à l'époque, à TQS. Le Mouton Noir. C'est très drôle. C'était cette époque. Et c'était des capsules. Ça t'était prédestiné. Oui, ça m'était vraiment prédestiné. Je me rappelle, on avait un tournoi de golf, puis il y avait un mouton noir qui était TQS, puis j'étais donc fière de mettre le... C'est moi! C'est moi, ça. Mais hey, je pense que je l'ai encore à ce jour. C'est très drôle. Mais j'ai commencé comme ça, des petites capsules. Et après ça, Montréal ont remarqué un truc que j'ai fait. Puis, petit à petit, la radio aussi est arrivée. Rythme FM avait ouvert une station à Sherbrooke à l'époque. Ils m'ont demandé d'animer. Puis, Montréal ont remarqué mon animation. Puis après ça, c'est comme ça que ça a découlé.
Puis là, tu t'es emmené à Montréal. Oui. Tes parents sont toujours à Sherbrooke, sont toujours dans la région. Maintenant, ils sont à Montréal, là, OK. mais ils demeuraient encore à Sherbrooke. Là, mon père est à Fait Montréal. que là, tu t'en viens, la fille de Sherbrooke s'en vient à Montréal. Ouais. Comment tu as vécu ça? Ben, très bien, Très parce bien. que quand je suis arrivée à Montréal, j'étudiais à Montréal. OK. C'est-à-dire que j'ai lâché le droit pour venir étudier en communication à Montréal. Donc, tu sais, j'étais habituée à la ville. Et après ça, je suis retournée travailler à Sherbrooke. Donc, je faisais l'aller-retour à tous les jours. Pas loin, une heure et quart, genre une heure et demie. Non, mais à tous les jours, tu sais, à un moment donné, ça me coûtait plus cher d'essence que ce que je gagnais. Mais c'est pas grave. Tu sais, j'aimais ça. Puis en même temps, je voulais vivre ma vie de nouvellement adulte à Montréal. C'était le fun. Je travaillais dans les bars. Tu sais, il y avait tout ça. Puis après ça, je me suis installée vraiment à Montréal. Puis en ayant un rêve bien précis que j'ai collé pendant un bon 2 ans sur mon frigidaire, tel est le visage de Gino Chouinard. Je voulais faire Salut Bonjour. OK. Je voulais faire T'avais Salut fait de la Bonjour. visualisation par rapport à ça. J'avais vraiment mis la face de Gino sur mon frigidaire. Alors, quand il y a eu l'audition que j'ai passée, j'ai tout donné. Je l'ai eu. En fait, je l'ai eu oui et non. C'est-à-dire que Jean-Philippe Dion quittait pour animer, pas Sucré-Salé, mais animer Star Academy. Puis, Salut Bonjour m'ont dit, écoute, c'est un 8 mois. Ça te tente-tu de le faire? Alors que j'avais eu une proposition pour travailler aux nouvelles, qui était un poste, c'était un poste permanent, tout ça, mais Salut Bonjour était dans mes rêves. J'ai dit, je prends la chance, puis j'ai fait 8 ans à Salut Bonjour. Parce que Au lieu de 8 mois. Au lieu de 8 mois. Non, mais JP a eu ses projets après. Oui. Alors, je remercie Jean-Philippe Dion. Non, mais ouais, puis j'ai... C'est les plus belles années, pour vrai. J'ai tellement eu de fun à Salut Bonjour. Ça a été extraordinaire. Une famille. C'est une famille. Quand tu te lèves à 3 heures, tu n'as pas le choix que ce soit une famille. Mais Sinon, en bout de ligne, tu ne fais pas 8 ans. Je parle par expérience, mais tu sais, c'est ça. C'est une belle famille. C'était le fun. J'ai eu du fun à faire ça. Il n'y a pas un matin, je te jure, c'est la tête de mes enfants, il n'y a pas un matin où je me suis dit, ça me tente pas. Non, ça me tente pas. T'aimais ça sur J'aimais le vraiment plateau. Ouais. Puis là, t'as décidé de prendre la décision quand même de quitter Salut Bonjour? Ben, tu sais, je vais toujours me rappeler d'un... Je sais, ça va avoir l'air super bizarre à dire, mais un soir, je suis dans une première. J'en ai vu des premières. Moi, avant d'avoir mes enfants, mon chum et moi, 4 soirs semaine, toi, des premières. J'assistais à tout, je faisais mes tournages et tout ça. Oui, parce que tu commentais le culturel. Exact. Et là, un soir, je suis en train de regarder un spectacle du Cirque du Soleil et je suis vraiment assise comme ça, là, en me disant, Et là, je fais, ben non. Non, mais pour vrai, oui. Puis je me suis dit, non, c'est pas vrai que quotidiennement, je vais aller parler de show. Est-ce que j'en ai trop vu? Est-ce que je suis rendue blasée? Et je ne voulais pas arriver là. Ma réflexion a commencé là. Elle me disait, est-ce que j'ai besoin de faire d'autres choses? Est-ce que j'ai envie de faire d'autres choses? Mais en même temps, tu te dis, ouais, mais là, je quitte une job qui est le fun avec du monde qui est le fun avec, tu sais, une job en télé au quotidien. Tu te dis, OK, c'est une grosse décision. Mais tu sais, pour moi, c'est super important. Le travail, c'est une chose. Oui, le revenu qui rentre, tout ça, c'est important. Mais c'est pas vrai que je vais me lever puis me dire, ça me tente pas d'être si t'es pas heureuse, peu importe le cachet, peu importe... Exactement. Puis si t'es pas heureuse au travail, ça va avoir l'air cliché ce que je te dis, mais ça se transpose partout dans ton entourage. Oui, puis en plus, tu es devant la télé, devant 1 million de plus d'auditeurs. Oui, mais outre ça, dans ta famille aussi, dans ta famille, dans tes amitiés, tout, tu veux pas ça. Puis je voulais pas arriver là, puis je suis pas arrivée là non plus. C'est juste que je me suis dit, bon, ben j'ai besoin de quelque chose de nouveau, qui me tente. Je me suis lancée dans le vide. La radio est arrivée après. Tu sais, j'ai été chanceuse, tout c'est bien aligné. Mais pour la première fois depuis 5 ans, il y a un matin où je m'en allais travailler à la radio et je te jure, je sais pas où j'étais dans ma tête, mon auto a bifurqué jusqu'au stationnement de TVA. Ah oui? Je fais, mais voyons, donc c'est ça. Puis je suis repartie à la radio après, mais c'était le précurseur de quelque chose. Peut-être qui sait, mais pour vrai, c'est la première fois que cette année, puis c'est vrai, j'en parlais avec Gino, que Salut Bonjour me manquait. Cet esprit de gang-là, cet esprit d'équipe-là, cette équipe-là, en fait. Tu sais, Salut Bonjour, c'est le monde en ondes, mais c'est tout le monde autour, que ce soit les caméramans, les réalisateurs, les recherchistes, tout ça. C'est une fichue de belle gang. J'ai fait Salut Bonjour week-end avec Gino, moi, juste avant. Okay. Ben oui, j'ai fait ça quasiment 2 ans, oui. Mais tu sais, c'est une belle gang. Juste avant qu'ils s'en viennent à Montréal. Là, effectivement, c'est une grande gang. C'est ça toutes les semaines. Donc, puis il y a tous les jours, vous autres, quand c'est à Montréal. Moi, c'était plus au week-end, mais c'est une équipe bien rodée. Oui. Justement, Stéphane à Québec, tout ça, Cynthia, tout ça, c'est des gens... Ah, ben oui, Stéphane et Cynthia, réalisateurs, c'est un couple dans la vie, ils sont parfaits. Oui, ils sont parfaits. Effectivement, ils sont parfaits. Oui, des meilleurs. En tout cas, naturellement, j'ai été moins une grande feuille de route que toi, mais moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec ces gens-là, tout ça. Fait que, oui, c'est vrai que c'est une famille, tu sais, puis c'est bien rodé, puis c'est bien organisé, puis tout ça. Puis quand tu t'entends bien, tu sais, Gino, on sait jamais, puis je sais pas dans sa nature, tu vas me dire, mais on s'est jamais chicané une fois.
Jamais à 8 ans. Puis, mais je suis pas de nature à me chicaner dans la vie de Gino non plus, mais il reste que, tu sais, c'est un beau privilège. Ça a été 8 très belles années, vraiment. Oui, parce que quand tu te lèves à tous les jours, puis tu veux pas, tu es devant la caméra, il faut que tu aies le goût d'être là, puis il faut que tu aies une bonne chimie avec tes collègues de travail. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères de la télé et ce que tu aimes moins? Et la même chose en radio? Ça, c'est tout le temps c'est une belle question. Moi, je te dirais que le rêve absolu, c'est la combinaison des deux. C'est une réponse facile, mais moi, je suis quelqu'un de très expressif. Mon non-verbal parle beaucoup, que ce soit positif ou négatif, là, mais à la radio, au début, j'ai dû m'ajuster. C'est-à-dire que quelqu'un, je me rappelle très bien, Jean-Pierre, pour ne pas le nommer, mais peu importe, qui m'avait dit « Marie, souris plus parce que tu as la bête à la radio, tu sais. » Puis je me suis dit « OK, il faut que j'accentue. » Il y a ce... Pour que dans ta voix, ça paraît. Exactement. Il y a ce côté-là qui je sais, c'est drôle, hein, cette question-là, je suis pas capable de répondre. Parce que c'est un peu, je comprends ce que tu veux dire dans le sens que parce que je te comprends parce que je suis un peu comme ça. Ouais. Des fois, on parle, on est assez passionné, on est assez dans notre sujet, que si ça passe juste par les oreilles, ils vont pas voir comment on est passionné. Des fois, notre passion a l'air du fait qu'on n'est pas de bonne humeur. Exact. Puis moi, je ne souris pas dans le vide. Je me rappellerai toujours, là, j'ai l'air de faire du name dropping, mais José Godet, quand il a su qu'on allait travailler ensemble à la radio, il m'a dit « Palaise, je trouve tellement qu'elle a la bête, elle. » Après ça, on est devenus les meilleurs amis du monde. Mais dans le sens que c'est vrai, je souris pas dans le vide. Non. Je suis une très bonne ricaneuse. C'est pas une poker face. Mais non, mais tu sais, il y a des gens comme ça qui sont beaux, qui sourient tout le temps. Moi, c'est juste pas dans ma nature. Mais c'est pas que j'ai la bête. Tu sais, combien de fois le monde pensait que j'étais snob et mon Dieu, non, zéro. J'observe, je suis un peu dans ma tête. Quand on sourit pas, on dirait qu'on est moins facile d'approche. Les gens n'osent pas nous approcher. Donc, la télé, quand les gens te voient, quand tu parles, ben, ils sont plus capables de saisir ton émotion. Ça, c'est l'avantage de la télé. Oui, mais pour répondre à ta question, là, parce que je vais réussir, je me suis fait une tête. Non, mais ce que j'aime de la radio versus, du moins, l'expérience que moi, j'ai eue à Salut Bonjour. Salut Bonjour, je faisais la chronique culturelle. Oui, j'amenais ma couleur à moi, mais c'était quand même une case bien précise. La radio, moi, j'aime ça jaser. Avec le monde. J'aime ça parler de nos expériences de vie, parler avec le monde. Et la radio, c'est ça. Tu sais, c'est jaser avec les auditeurs, les auditrices du quotidien. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis à l'épicerie, je vais m'arranger pour une conversation avec la personne en ligne qui attend. Fait que, tu sais, je pense que la radio amène ça plus que la télé. Puis t'as pas le choix parce que la radio... Si tu veux que ça marche, il faut que tu aies une connexion directe avec l'auditeur déjà qu'on ne voit pas. Donc, je te dirais que la grande différence, c'est ça. C'est ça, oui. Puis mettre des belles petites tenues vestimentaires. Parce que je m'achetais plus de linge, tu comprends, quand je faisais Salut Bonjour. Se faire maquiller, se faire coiffer. Tu sors de là, tu es prêt pour aller dans un cocktail. Exactement. Versus là où je sors des studios de radio. C'est ça, exactement. Mais à cette heure-là, des fois, je pourrais quasiment y aller en pyjama. Des fois, ça arrive. J'ai l'air en pyjama. Qu'est-ce que tu souhaites éventuellement? Y a-tu des projets on en a parlé un petit peu hors d'onde, là, mais qu'est-ce que tu souhaites dans le reste de ta carrière que tu n'as pas vécu encore, puis que tu aimerais vivre davantage? De plus en plus, tu sais, nous, la radio, ça se termine très bientôt, puis c'est correct, c'est une aventure. La radio, c'est comme ça. Ça me gêne pas de le dire. Je veux dire, je n'irai pas inventer que c'est moi qui est tannée de faire le matin. La radio a décidé d'aller dans une autre direction, et c'est correct. Des fois, tu sais, mon chum, je vais répéter ses phrases, parce que c'est quand même lui, il dit des fois, les signes de la vie, c'est peut-être un service qu'on te rend dans la mesure où tu vas arrêter de te lever à cette heure-là aussi. Je suis pas tannée de me lever aux petites heures de la nuit, parce que j'entame quand même ma 14e année à me lever à 3 heures du matin, sauf 2 ans où j'ai fait le retour à la maison à la radio. Mais j'aimerais faire un retour à la télé. Il y a quelque chose là-dedans que j'aime beaucoup. Tu sais, on parlait de Salut Bonjour, puis ça me ramène plein de souvenirs, puis j'ai une espèce d'enthousiasme. Mais peut-être dans le documentaire, dans du contenu. Pas qu'il n'y en a pas à la radio ni à Salut Bonjour, c'est pas ça, mais dans d'autres contenus. Des sujets plus précis. Oui. Moi, j'aime beaucoup les rencontres. Tu sais, s'il y a une chose que je retiens de mon père, je pense, et qui m'a donné, puis là, j'ai l'air de me lancer les fleurs, mais c'est pas ça du tout. Moi, je pense avoir une très bonne écoute. Je pense que j'aurais été une bonne psy, comme mon père l'a été. Mais tu sais, les discussions sur différents sujets, monsieur, madame, tout le monde, tout ça, j'aime beaucoup ça. J'aimerais ça. Concrètement, te dire quoi? Il y a plein d'idées qui mûrissent dans ma tête, puis pour une des rares fois en 15 ans, j'aurai un automne où je vais avoir plus de temps. Je dois me consacrer à ma série de livres jeunesse, mais du temps pour mes projets que j'ai envie de faire, de développer. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui pense que la radio, c'est le matin à 8h30, t'as fini.
M'excuse, mais c'est pas tout à fait ça. Non. C'est-à-dire, tu t'es levé à 3 h du matin. Fait que moi, quand j'arrive chez nous, il est 9h30, 10h. On prépare le show du lendemain, mais j'ai des enfants aussi. Moi, à 3 h, ils m'invitent. Je fais une sieste à travers tout ça. Mais bref, on dirait que j'ai pas non plus nécessairement l'énergie pour me dire, OK, là, je m'embarque dans tel projet, mais me concentrer là-dessus. Non. Fait que dans le futur, j'ai bifurqué. Moi, je bifurque souvent sur les questions, je te le dis tout de suite. Non, mais je suis pareil, là. Puis on aime ça. Oui, mais concrètement, le documentaire m'intéresse beaucoup. Faire un retour à la télé, j'aimerais beaucoup ça, même s'il y a toute une relève depuis... puis, tu sais, la télé est différente aussi. Ça change. Ça change. Puis avoir différents projets. Puis voyager aussi. Est-ce que ce serait un projet de voyage? J'ai aucune idée. Concrètement, aucune idée, mais j'ai plein d'idées. Confiance à la vie. Je fais... Oui, vendu cette phrase, ou que je me dis souvent, je fais confiance à la vie. C'est drôle, ça n'arrête pas de dire ça depuis un bout de temps, mais ça t'a vrai, bien servi quand même. Oui. Puis pour vrai, je fais confiance en la vie. Je trouve que rien n'arrive pour rien. Non. Quand tu perds une job, c'est correct. Sur le coup, t'encaisses. C'est un apprentissage vers d'autres choses. Exactement. Puis tu as ton rôle de maman qui, lui, ne s'arrête pas. Oh non, il est très présent. Parce que là, tu as Emma qui a 10 ans. Oui, et Tom, 8 ans. Et Tom, 8 ans. Thomas de 8 ans. Puis là, il a fallu justement que tu fasses... Parce que la conciliation travail-famille, comment y arrives-tu justement avec des horaires... Bien, étrangement, la conciliation travail-famille se fait très bien. Parce que mes enfants, oui, je sais, je suis jamais là le matin, mais en même temps, le matin, pouf, pouf, pif, paf, pouf, ça va vite. T'as juste pas une boîte à lunch à garrocher. Exact. Non, mais il reste que, tu sais, je vais chercher mes enfants, c'est un choix de famille, mais d'aller chercher à 3 h, passer du temps avec eux. Puis mes enfants sont, pour vrai... sont habitués à ce que je ne sois pas là le matin, que je ne sois pas là à la rentrée scolaire. Ils ont tout de suite, ça n'a jamais été une problématique chez nous parce qu'ils sont habitués à ça. Mais conciliation travail-famille se fait très bien. Pour vrai, tu sais, je me couche aux mêmes heures que mes enfants. Tout se passe bien. Mais là, ils vieillissent, tu comprends? Fait que c'est pas une mauvaise chose non plus, mais pour vrai, là-dessus, j'ai un chum qui travaille énormément aussi. Mais tu sais, j'ai pas de misère, moi, avec la conciliation travail-famille. Zéro. Mais je suis une maman très, 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 très trop, peut-être, présente auprès des enfants. Tu sais, Quand tu dis trop présente, tu fais référence à quoi? Être trop là, peut-être. Non, mais moi, mes enfants, c'est... Bon, nos enfants, c'est toute notre vie, là, pour tout le monde. Mais, tu sais, j'ai une belle relation avec eux. Là, je joue avec eux. Quand ils vont dehors, je vais jouer avec eux autres. Des fois, mon chum me dit, ben, ce serait bien que tu les laisses un peu voler de leurs propres ailes. Et ce n'est pas parce que je veux pas qu'ils volent de leurs propres ailes, mais j'ai du fun avec eux autres, puis... Tu sais, je trouve tellement que ça va vite. Je me disais, pourquoi ne pas en profiter? Mais c'est vrai que je pourrais... Tu es un peu couveuse. Un peu trop, tu vois, pourrais, je hypochondriaque de ce monde que je suis. J'ai cette tendance-là et je fais, cela dit, très, très attention à ça parce que je ne voudrais pas... transmettre ça. Exactement. Mais ça, je fais vraiment, vraiment attention à ça. Puis mon chum est tellement à l'inverse de moi que... Il vient comme balancer. Tu vis tes choses, un peu des questionnements un peu à l'interne. Ah, beaucoup à l'interne. C'est physique dans mon cas. Tu vas sur Internet, tu vas voir, mon Dieu, il y a un bouton qui vient de pousser. Là, ça de moins en moins, je te dirais. Je travaille sur moi là-dessus. J'ai déjà été comme ça. Moi aussi, des fois, il y a des fois où... c'est ce qu'on aime, hein? Nos enfants, c'est notre chair. Fait que c'est sûr qu'on ne veut pas qu'il leur arrive rien. Puis... mais c'est ça, effectivement. Puis là, naturellement, il y a ton livre aussi. Oui. Là, ça va être une série. Parle-moi de ton livre parce qu'on va revenir justement à ça parce que ça parle d'anxiété, de performance. Oui. Ben, en fait, tu sais, pour faire un portrait global de ce projet-là, parce que je sais que ça étonne bien du monde que je me lance dans la série jeunesse qu'on voit là, L'Incroyable Marraine. Oui. Je suis très fière. C'est un projet qui est né. Écoute, c'est complètement fou. Il y a 4 ans, on m'avait offert ce projet-là. J'avais pas fait de suite parce que quand Victor et Anaïs, la boîte d'édition qui m'a approchée, ils donnaient carte blanche, mais mes enfants ne savaient pas écrire, ne savaient pas lire. On dirait que ça ne m'interpellait pas du tout. Et quand on m'a relancé il y a 1 an, j'étais... Bon, là, j'ai déjà dit, mais j'étais avec Alex Perron à la radio, puis il me disait, Marie, vas-y, pourquoi pas? Sinon, je te vois faire ça. Alors, j'ai embarqué. Et quand on m'a donné carte blanche, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai fait l'exercice d'aller me promener dans des librairies et de voir ce qui se faisait. Et Dieu sait qu'il s'en fait du livre pour enfants, mais qu'est-ce qui ne se fait pas? Puis après ça, je me suis questionnée, moi, comme maman, quand je lis des enfants, pas quand je lis des enfants, mais quand je lis des livres, qu'est-ce que j'aimerais retrouver? Puis je trouvais que, tu sais, j'ai tout racheté la collection Walt Disney à mes enfants pour revivre moi-même une nostalgie. Mais sérieusement, on est loin de la réalité. Tu sais, il y a des affaires qui n'ont juste plus de bon sens. Tu te dis, mais je peux pas croire qu'on lisait ça et on y croyait. Là. Mais je me suis dit, les enfants ont beaucoup d'enjeux aujourd'hui. Nous, à l'époque, du plus loin souvenir que je me rappelle,
Puis là, tu vois, c'est un peu... Je veux faire attention à comment je le dis, mais... Tu sais, moi, mes parents, c'était important, le racisme et tout ça. Il n'y en avait pas chez nous. Mon père faisait venir des étudiants étrangers à la maison qui accueillaient. C'était par eux autres que vous viviez ça, Oui, mais mais pas nous, par ça la n'a lecture. jamais fait partie de nos vies. Tu comprends? C'est naturel chez nous. Mais c'est un enjeu qui était quand même enseigné et important. Mais tous les enjeux que les enfants ont aujourd'hui, que ce soit l'anxiété de performance, que ce soit les parents de même sexe, que ce soit les réseaux... Hey, je pourrais t'en nommer une trentaine, pour vrai. Oui. Et je me suis dit, c'est là que je m'en vais. Avec le personnage qui est Marine, la petite blonde qui est là. Pourquoi Marine? Ça vient d'où? Hey, ça, c'est complètement fou. Tu écoutes, ce projet-là, tout est... Quand je te dis je fais confiance à la vie, je vais t'expliquer différentes affaires. L'incroyable Marine, au début, c'était l'incroyable Marie. L'extraordinaire Marie au début. Là, on a changé pour l'incroyable Marie. Puis on se dit, Marie-Michel, parce que je co-écris avec une professeure de 26 ans. Je t'en reparlerai après. Puis là, on s'est dit, hey, c'est un peu bizarre, un peu prétentieux, l'incroyable Marie. On porte nos noms, tout ça. Elle me dit, ça te dérangerait-tu, Marine, notre premier meeting? Et moi, je pars, arrête, pourquoi tu ris? La poupée que ma mère a donnée à ma fille, la première poupée, s'appelle Marine. Elle porte ce nom-là. Tout est dans tout. On l'a appelé l'incroyable Marine. Alors, il y a quelque chose là-dedans d'un peu spécial. Et la date officielle de la sortie de l'incroyable Marine a été repoussée d'une semaine. Pour quelle raison? Je ne le sais pas, mais c'est la date de la fête à ma mère. C'est drôle, hein? Oui, il était... Non, mais tu sais, ça, c'est bon. Encore là, c'est ça. C'est un peu ésotérique, mais moi, j'y crois. En tout cas, on y croit pas, mais moi, je trouvais ça juste beau. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Tout ça. Mais je ne sais plus où je m'en allais avec tout ça. Mais tu me disais, là, comment... c'est ça, le projet qui est arrivé, tout ça, là, ils t'ont approché. Ils m'ont approché. Oui. Donc, j'ai dit oui, puis je me suis dit, OK, on va traiter les enjeux que les enfants ont. Puis c'est en écrivant à la professeure de ma fille, qui était en 2e année, je dis, écoute, quel sujet, toi, tu as l'impression qu'on devrait aborder dans les classes et tout ça, du fait qu'elle était, tu sais, directement reliée avec les enfants. Et elle m'a fait une longue liste, puis j'ai dit, ben ça me prend Marie-Michel. Ça me prend Marie-Michel pour faire ce projet-là avec moi, pour amener une crédibilité aussi au projet. C'est-à-dire que moi, j'ai la vision d'une maman de 2 jeunes enfants avec leurs enjeux, avec les enjeux de cette tranche d'âge-là. Mais Marie-Michel est là-dedans, et directement avec les jeunes. Puis la raison pour laquelle, parce que c'est une série, combien il y en aura, je ne le sais pas, tout dépendant si les gens embarquent ou pas. Mais l'anxiété de performance, on en est convenu à ce premier-là, parce que même au primaire, il y en a beaucoup plus qu'on pense. Oui, il y en a, oui. Puis de plus en plus aussi. Parce que des parents de plus en plus anxieux qui transmettent souvent. L'enfant anxieux a un parent, moi je le vois, là. Oui, effectivement. Quand l'enfant est anxieux, il y en a un parent anxieux pas loin. C'est ça. Qui rôde pas loin. Puis moi, ça me trouble, l'anxiété de performance. Et moi, mes enfants sont 0 là-dedans. C'est pas inspiré du tout. Puis toi, c'est quelque chose que tu vis, que tu as. Pas tout. Non, j'ai pas vécu ça du tout. Mais c'est juste que j'en vois autour de moi. Puis je me dis... On vit stressé, on vit anxieux de notre vie. On peut-tu laisser les enfants être des enfants? C'est correct d'en avoir un peu, de vouloir performer puis d'avoir des ambitions. Ça, j'ai pas de trouble avec ça. Mais quand tu as 6 ans et tu commences à avoir des boutons parce que tu as peur d'un examen, pour moi, ça se peut juste pas. Alors, quand on a fait ce livre-là, la beauté du livre, c'est que ça devient quasiment un outil pour un prof ou même les parents. C'est-à-dire que quand tu finis de lire le livre, tu peux en parler avec ton enfant. Tu peux aborder le sujet, exactement. Et depuis que le livre est sorti, ça fait pas longtemps, mais il y a des parents qui sont venus me voir et je me suis dit, c'est mission accomplie. Il y a une maman qui est venue me voir dans la cour d'école de mes enfants qui m'a dit, j'ai lu ton livre avec ma fille et j'ai tout compris. Et là, je fais, pour vrai, ça m'a touchée. Parce que je me suis dit, elle dit, j'expliquais mal qu'est-ce qu'elle avait, elle dit, j'ai compris que c'était de l'anxiété de performance. Puis j'ai dit, ton livre a vraiment aidé à avoir la discussion. Tu sais, pour moi, c'était... Ça peut déboucher ailleurs, ça, c'est ma discussion. Ben oui, exactement. Que les jeunes se départissent de ça. Oui, puis non seulement ça, c'est que si ton enfant en fait pas de l'anxiété de performance, il y en a autour de lui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Donc, ça lui permet de mieux comprendre. De exactement. Parce qu'à 6-8 ans, en plus, si le public cible, c'est vraiment 6-8 ans, naturellement, ça peut s'étirer un petit peu plus vieux ou un petit peu plus jeune, dépendamment de comment tu vas utiliser. Puis comment tu lis aussi, parce que l'objectif premier, tu sais, moi, on m'avait donné carte blanche, mais quand même, Victor Annès m'a dit, il y a 2 choses. Le format et le but premier, c'est d'apprendre la lecture aux jeunes. Donc, tu sais, entre 6 et 8 ans, tu sais, c'est pas moi qui va t'apprendre ça, qu'on apprend à lire et écrire, mais c'est un peu ça l'objectif. C'est comme le mandat. Fait que donc, là, il va en avoir d'autres, à découvrir d'autres sujets. Exactement. C'est un bel héritage, comme je te disais. Moi, j'aime beaucoup l'écriture parce que c'est un bel héritage que tu laisses justement à tes enfants là, derrière toi aussi. Tu es une maman engagée. Je sais que l'éducation fait partie d'un sujet important pour toi parce que tu vois plusieurs enjeux. Qu'est-ce qui t'interpelle en éducation? Qu'est-ce qui peut... Tes craintes ou
En tant que maman, mais en tant qu'individu dans la société aussi. Tu sais, je ne fais pas partie du milieu scolaire. Je vois mes enfants évoluer dans le milieu scolaire. Je collabore avec une enseignante maintenant. Donc, tu sais, je suis consciente d'une certaine réalité. Qu'est-ce qui... Moi, je pense que, tu sais, sans partir, puis je sais que c'est très polarisant, donc je vais peser mes mots, mais je pense que quand même, dans la société dans laquelle on vit et on évolue, il y a certainement un ménage à faire à certains niveaux dans l'enseignement. Quoi exactement? Dur à dire. Tu sais, je suis qui, moi, pour aller dire ça? Pour vrai, je me sens pas... Mais tu as des parents qui ont œuvré quand même dans le milieu universitaire. Oui. As-tu des discussions avec eux par rapport à ça? Avant, dans leur temps, eux, quand ils étaient... C'est sûr qu'ils faisaient affaire plus avec des universitaires, mais encore aujourd'hui, ça a changé, les universitaires. C'est drôle, hein? J'ai jamais eu cette discussion-là. C'est drôle, tu dis ça, puis tu me donnes le goût d'avoir cette discussion-là avec mon père, parce que c'est une autre génération aussi. Oui. Il l'enseignait également. Mais, tu sais, tout le... Là, je sais, là, je te le dis ça, puis je ne sais même pas ton opinion là-dessus, mais moi, tout ce qui se fait dans les pays scandinaves, je suis pro ça jusqu'à un certain point. Tu sais, il y a des choses qui doivent être enseignées à nos enfants aujourd'hui. Tu sais, l'empathie est enseignée dans ces pays-là depuis plusieurs années. Ce sont des cours obligatoires. Ça devrait faire partie. Ça, tu serais d'accord que ça Moi, soit je serais d'accord avec ça. L'empathie permet aussi à certains niveaux, ça fait partie de nos vies, il faut être empathique. Et je trouve que, tu sais, avec la société où tout est rapide, tout est accessible, tu as des informations, tu sais, il y a quelque chose là-dedans. C'est peut-être à ce niveau-là, moi, que je pense qu'il faut changer certaines façons. L'école où mes enfants vont aussi sont très enseignés à l'extérieur, avoir différents cours, sans changer. Non. Là où je ne suis pas capable de mettre une opinion, puis je le dis de façon très claire, c'est le bulletin chiffré ou pas. OK. Je suis incapable de me faire une peut-être opinion que tu es là-dessus. capable de bien dealer avec les deux, tout simplement. Oui, mais je sais pas qu'est-ce que... Tu sais, je lis là-dessus, je relis sur le contraire. Je suis d'accord sur les deux. Il y a des points en réalité, positifs, des points... tu n'as pas d'opinion à avoir. Ça veut dire que toi, les deux te conviennent. Tandis Oui. qu'un autre va dire, moi, je préfère les chiffres parce que je vais voir que mon enfant a 80, mais est-ce qu'il va en faire une bonne utilisation avec le chiffre? Tu sais, tout dépend ça. de comment tu reçois le bulletin comme parent. Mais je pense que c'est plus au niveau... Tu sais, moi, le milieu scolaire, je te dirais que c'est plus au niveau de certaines choses qui sont enseignées versus d'autres à notre époque. Tu sais, l'économie familiale, on n'enseigne plus ça, alors que c'est encore très important. Au secondaire, là, il y a un cours qui revient quand même, là, qui met les jeunes un petit peu plus à l'avant-garde. C'est pas l'économie familiale, mais c'est... Donc, toi, tu as des choses quand même du passé, là, de la vieille école que tu aimerais qu'ils reviennent. Bien, jusqu'à un certain point. Avec un mix de Scandinave aussi. Là, un mix. Mais comme je te dis, Ouais. c'est dur pour moi de me prononcer. Ouais. Tu sais, mes enfants sont au primaire, Ouais. sont à 4e et 2e année. Quand on sera au secondaire, tu sais, nous, on avait une façon de se faire enseigner. Maintenant, tu sais, je trouve que ça évolue rapidement. Bien, il y a un enjeu parce que il y a quand même, en tant que maman, puis tes enfants vivent des choses avec la pénurie de professionnels qu'on ne vivait pas il y a 15-20 ans. Là. Non, c'est clair. Donc, tu sais, on change de prof, des profs pas toujours qualifiés dans les écoles. C'est un enjeu, ça, pour des parents. Là. Oui, moi, j'ai pas connu ça. OK. J'ai connu 3 profs dans une même année. J'ai connu ça. J'ai connu des profs qui débutaient. Et ça, c'est insécurisant. Ouais. Et je le dis parce que la fille avec qui je travaille, l'enseignante Marie-Michel, quand elle enseignait à ma fille, c'était sa première année. Et comme parent, je lui ai dit, tu fais « Oh, OK ». Puis de l'autre côté, tu fais « Ah non, il y a quelque chose de positif Ben là-dedans. oui, ben c'est ça, Et tu sais quoi? C'était positif. 109, non, ben mais oui. sur le coup, tu dis « Ah ouais, ouais, tu n'as pas versus... d'expérience. Ouais. Oui, mais d'un autre côté, oui, c'est du 109. Oui, c'est une nouvelle façon de faire. Oui, c'est sa vision à elle. Puis Il y a peu de chances qu'elle soit blasée. Exactement. Mais moi, j'ai rien à reprocher. Peut-être après un an, mais dans la c'est première ça. année. Mais cela dit, tu sais, le manque de profs, moi, j'ai pas connu ça. Des profs blasés, j'ai pas connu ça. Je touche du bois. Ouais. Moi, je suis superstitieuse. Y a-tu du bois quelque part? Y a-tu du bois? T'as gagné ça un peu. Ouais, non, un mais petit peu peu, importe. ouais. Mais ce que je veux dire, tu sais, j'ai pas connu ça. Fait que pour moi, c'est difficile de me prononcer. Mais je comprends que les enjeux sont partout. Mais je pense... Mais comme parent, c'est important d'être interpellé. Puis c'est bien que tu parles du finlandais. Finlandais. Ça va bien. Mais moi, je dis toujours, pour justement accepter un système finlandais, ça prend des Finlandais. Parce que c'est leur philosophie. Oui. Tu ne verras pas, d'après moi, des parents en Finlande traiter le milieu scolaire comme les Québécois vont traiter le milieu scolaire à certains égards. C'est-à-dire? Des parents pas respectueux des enseignants, qui vont arriver, qui vont engueuler les enseignants, jusqu'à ce qui se passe dans les médias par rapport à l'éducation en général.
la vision qu'on a de l'éducation, l'effort. Tu sais, tu parlais justement d'anxiété de performance, mais aussi tout à l'heure, pas d'intimidation, mais de regard, de respect, d'empathie. On n'a pas d'empathie envers le système en général. Mais je te dirais qu'on devrait changer notre vision, par exemple. Oui. C'est à nous. C'est un travail collectif. C'est pour ça que je dis, pour accepter un système finlandais, ça prend des Finlandais ou des Québécois, parce que là, on parle du Québec, qui acceptent d'avoir une attitude finlandaise. Mais je pense qu'on peut aller chercher du bon sans tout changer, parce que... Mais il y en demeure pour moi que ça demeure des villes les plus, parmi les gens les plus heureux au monde. Tu dis, il y a quelque chose à aller chercher là. Bien, certain. Mais ça, il faut qu'on change notre philosophie. Exact. Donc, c'est un travail collectif. Collectif. Puis c'est vraiment l'éducation. Moi, ce jour, c'est une affaire de société bien avant une affaire de ministère, puis de ministre, puis de... Tu sais, c'est vraiment... Il faut que ça change dans les chaumières. Complètement. Il faut que ça change dans la philosophie qu'on a en tant que société. Ouais. Puis moi, je pense que c'est ça qui fait en sorte. C'est sûr qu'en mettant des cours obligatoires d'empathie puis des cours axés là-dessus, bien, ça fait une société qui ont tous étudié là-dessus, qui en ont tous entendu parler. C'est un peu comme les habiletés sociales. Oui, tout à fait. Avec nous à l'école, donc dès le préscolaire, on va parler vraiment d'habiletés sociales. Ouais. Donc, ça, c'est comme plus ancré, mais c'est à développer. Puis c'est sûr qu'il y a un ménage à faire. Serais-tu vu en éducation, toi, comme tes parents? Peut-être pas, comme je te dis, peut-être pas à l'université, mais tu disais peut-être psychologue, mais c'est quand même dans la relation d'aide. C'est quand même dans... Je pense que j'aurais pu, peut-être pas au primaire, là, mais je pense que... Mais non. Je dis j'aurais pu, mais non. Écoute, moi, au secondaire, être un prof cool, là... En tout cas, ce serait pas en mathématiques, de dire, parce que les résultats, ce serait bizarre. Mais non, c'est vraiment pas ma matière. Mais non, mais moi, je trouve que c'est... De quoi? Théâtre? Ouais, peut-être. Non, mais pour vrai, je pense que... Tu sais, il y a des écoles de télé à qui j'ai déjà jasé qui me disaient, je pense que j'aurais une bonne façon d'enseigner jusqu'à un certain point. Je me considère pas comme un prof, mais moi, je salue tous les professeurs. C'est une vocation. C'est clairement une vocation. Les syndicats ne sont pas d'accord, mais moi, je suis plus d'accord avec toi. Puis j'ai toujours dit, oui, c'est une profession, mais c'est vraiment, là, sacrément une vocation. Moi, j'ai une admiration pour tout le corps professoral. Et je le dis d'emblée, je parle des enseignants, mais des surveillants, du concierge, à tout le monde. Tout le corps professoral. Puis c'est drôle parce que à la radio, dès qu'on parle de sujets scolaires, souvent, ça interpelle tellement de monde, que ce soit chauffeur ou chauffeuse d'autobus. Tout le monde se sent interpellé. Fait que je trouve ça important de parler de tout le corps professoral et non juste les enseignants qui sont avec les... Ceux qui œuvrent dans le milieu scolaire. Effectivement, le concierge, c'est une personne que les jeunes voient tous les jours. Qui peut faire la différence dans la vie d'un jeune aussi. Ah oui, certainement, parce que c'est un milieu de femmes, il y a des hommes, surtout au primaire, mais... Tu sais, ce jour, ça prend un village pour élever une famille, mais une école, c'est comme un village. C'est un village avec tout le monde qui ont leur importance, point par point, pour telle ou telle affaire. Mais moi, je salue ce milieu qui est en constante évolution, mais qui doit changer à certains niveaux, comme la société dans tout. Tu sais, on évolue à certains niveaux. La télé change, évolue différemment. La radio évolue différemment. Bien, l'école doit évoluer aussi, exactement. C'est exactement, parce que la société puis les enfants évoluent aussi. Tu sais, c'est vraiment différent. Qu'est-ce que... Parle-moi donc de tes enfants. Ah, ben là, t'as combien de temps il nous reste? Écoute, parle-moi de Thomas, d'Emma. Ils te ressemblent en quoi? Qu'est-ce que tu leur as transmis, toi? C'est drôle parce que je regarde mes deux enfants, puis on en parlait il n'y a pas si longtemps avec mon chum. On se disait, c'est fou comment nos deux enfants ressemblent aux deux parents. Un bon mix. C'est-à-dire que ma fille, je la regarde évoluer à l'école. Quand elle a eu ses premiers bulletins, moi, j'ai encore mes bulletins du primaire. Ma mère avait gardé ça. Et j'avais le même genre de commentaires. Écoute, c'était fascinant. Ça aurait pu être le même bulletin. C'est-à-dire de trop en classe? Fille timide. Non. Mon primaire, j'étais timide. Ne parle pas beaucoup, timide, difficulté à aller vers les autres. Ma fille, ses premières années, c'était ça. C'était complètement ça. Je la regardais, je me voyais. Fait que ça me décourageait pas. Au début, tu dis, il là, elle est timide. Go! Mais non. J'étais comme ça. Et là, on n'est plus là. On n'est plus du tout là. Son côté très observateur, tu sais, que je t'ai dit tantôt, que des fois, moi, les gens peuvent penser que je suis snob. Moi, si je suis dans un endroit où je connais pas les gens, bon, là, on est juste deux, on se connaît pas tant, mais je veux dire, quand il y a beaucoup de monde, je vais observer. J'ai besoin d'observer. Pas pour juger. Non, mais c'est une nuance que je veux apporter. Oui. Juste pour, j'observe, je m'adapte à l'endroit où je suis. La deuxième fois, là j'ai plus trop. Tu sais, je me mets à jaser, mais souvent, c'est comme ça. Ma fille est comme ça.
Ça, je le vois en elle. Vers qui elle veut aller? Vers qui elle va aller? Elle va observer avant. Pour quelle raison? Je ne sais pas. C'est un effet de curiosité peut-être. Puis dans quel... Bon. Et mon garçon, ben c'est le tannant, le coquin, celui qui aime faire rire. Ça, tu vois, ça, c'est... Mais ma fille, très bonne à l'école, très scolaire, c'est son père. Complètement cartésien, structuré. Ma fille est spectaculaire. C'est son père. Pas moi. Moi, je me comprends dans mon bordel. Mon gars, il est pareil comme moi là-dessus. À l'école, je le vois évoluer. C'est moi aussi. Au niveau un peu, ouais, l'école, mais tu sais, il y a d'autres choses. Il faut s'amuser. Ça, c'est, je te dirais que... On y va dans le plaisir. On y va dans le plaisir. Qui coûte plus ou moins. Ça, c'est moi. C'est moi quand j'étais jeune, qui fait ses affaires à sa façon. Mais ils ont vraiment chacun des aspects propres à leur père et propres à leur mère aussi. Mon gars, c'est... probablement le petit anxieux à l'intérieur, sans le montrer, c'est mon garçon. Ouais. Il camoufle ça. Puis... Il camoufle ça. Pas anxieux, tu sais, pas problématique, mais tu sais, moi, je suis une bébête anxieuse à l'occasion et tout ça, mais je le cache bien. Et ma fille, c'est ça. Elle, c'est plus vivre et laisser vivre. Et, ouais. C'est ce que j'observe. Ça fait un bon mix. Oui, tout à fait. Des deux. Puis eux, d'avoir une maman qui est justement, des fois, qui est reconnue, tout ça, comment ils vivent ça? Ils ont... Ça fait partie de leur vie. Ça fait partie de leur vie, tu sais, des fois. Puis c'est drôle parce que là, ce qui me fait rire, puis c'est arrivé il y a 2 semaines, j'étais dans un événement, puis les enfants sont venus. Puis mes enfants, bon, cette génération ne regarde pas beaucoup la télé, et encore moins la télé québécoise. Et là, on écoutait Sortez-moi d'ici, cette émission du dimanche soir qui est devenue un rendez-vous familial. Et là, ils croient Jean-Philippe Dion. Et là, ils sont « Maman! » Qu'est-ce qu'il y a? C'est le gars de Sortez-moi d'ici. Et moi, ça me fait beaucoup rire. Mais c'est de voir eux autres, ils le vivent là. C'est un peu ça quand maman se fait parler à l'épicerie, où vous comprenez maintenant. Fait que c'est juste drôle de le voir de leur côté. Je trouve ça mignon, mais ça fait partie de... Ça leur fait comprendre encore un petit peu plus de ton univers. Ouais. Parle-moi de tes amitiés. Comment vis-tu les amitiés? Moi, je vis très bien mes amitiés. C'est-à-dire que moi, le seul à faire, c'est ça aussi, c'est qu'avec le beat de vie que j'ai, moi, le vendredi à 8 h, je suis couchée. Le samedi, s'il est 9 h, 10 h, je suis couchée. J'ai négligé, vraiment négligé mes amitiés. Moi, la pandémie, on a tous été bien enfermés chez nous. Moi, j'ai été solidement enfermée chez nous dans ma bulle familiale et tout. Mais ça, tu vois, j'y compte. Mais mes amis, c'est très important dans ma vie, mais je trouve que j'ai quand même négligé un peu ça. Puis on s'en parlait, tu sais, on s'en parlait à nous autres, on disait, hey, pour vrai, il faut ramener ça. Moi, j'ai des amis du secondaire, non, pas vrai, du cégep et de l'université qui, avant la pandémie, on s'était comme perdu de vue, parce que, tu sais, à un moment donné, on fait pas, mais on fonde nos familles, on a chacun nos beats de vie, la vie va vite. Et on s'est dit, à chaque 3 mois, on se voit. Puis quand on a fini le souper, on a déjà notre date d'inscrit. Fait qu'on est sûr que ça se passe, tu comprends? Puis là, on a arrêté ça avec la pandémie. Puis là, on vient de se dire, hey, il faut recommencer ça. Donc ça, tu vois, le fait de ne plus travailler le matin dans les prochaines semaines, il y a aussi ça. J'ai envie de vivre un peu. De se reconnecter exactement. avec ton cercle. Mais pour moi, c'est super important. Puis, tu sais, nos amis changent aussi avec le temps. Moi, avec les enfants, tu sais, moi, je voyais ma sœur avoir des couples d'amis avec les enfants de ses enfants. Là, je comprends. Ça marche-tu ce que je viens de dire? Oui, non. Tu comprends ça? Des parents, des enfants, des amis de leurs enfants. Puis d'année en année, ça continue, c'est ça. Bien, nous, on a des nouveaux amis qui sont les parents des amis de nos enfants. Puis écoute, moi, j'ai découvert des amis extraordinaires qui sont maintenant mes amis très, très proches de moi. Moi, j'ai pas besoin d'avoir 75 amis. Tu sais, je trouve tellement qu'on n'a pas... T'es plus sélective, t'es plus... pas tant sélective, mais moi, si c'est moindrement compliqué, non. Non, mais c'est ça. C'est assez, on a assez d'affaires à gérer dans notre vie. S'il faut qu'en amitié, ce soit compliqué, puis que si... Moi, ça... Mais ça, je l'ai vite compris. Tu vois, j'avais des amitiés qui se faisaient des années, mais là, c'est trio, puis ces affaires. Moi, ça, tu veux me faire fuir. Mais c'est bon ce que tu avances, parce que c'est vrai que moi, naturellement, j'admire ça, ceux qui ont des amitiés depuis 30 ans, tout ça. Mais moi, je suis beaucoup... Bien, pas que je suis pour plus, mais moi aussi, c'est ma vie. Et je trouve que on évolue, on est des êtres d'évolution. Donc, moi, je prépare déjà mes enfants à ça. Surtout maintenant, là, je leur dis, ça peut arriver que vous ayez 2 relations avec 2 personnes à travers votre vie, parce que vous évoluez, puis à un moment donné, vous ne serez pas au même endroit, point. Exactement. Puis c'est la même chose dans tes amitiés. Tu sais, les amis que tu avais il y a 20 ans, ça peut être très normal que ce ne soit pas les mêmes amis que tu as maintenant. Mais je suis assez d'accord. Tu sais, nos amitiés évoluent avec le temps, avec nos beats de vie, avec ce qu'on nos devient. horaires, avec nos enfants. Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'amis célibataires qui sont encore mes amis que j'aime tout autant, mais on n'est tellement pas au même beat. Puis moi, sortir jusqu'à 3 h du matin,
Ah, pas tant, tu sais. Puis c'est pas dans le jugement, c'est Non. juste qu'on n'est juste pas au même endroit. Puis on n'a pas le même type d'activité la fin de semaine, tu sais. Tu viens-tu au match de soccer voir mes enfants, tu sais, tu comprends? C'est pas la même affaire. Yeah! Ouais, Oui! Vas-tu mais- rencontrer quelqu'un? Ouais, c'est ça. Mais c'est correct. Tu sais, ça Ouais. fait partie de ça, de la vie. Mais c'est important, c'est quelque chose que tu veux revivre un petit Ah, peu ben plus oui. parce que ça. Ben oui, je ben pense oui. qu'en vieillissant, ce besoin-là arrive. Oui, mais c'est important aussi, les amitiés. Il ne faut pas Ouais, les négliger. ouais. Autant la vie de couple est importante que Ouais. tes amis aussi, c'est important. Les amis, ils restent aussi, tu sais. Oui, oui. Puis moi, j'aime beaucoup je me nourris beaucoup des rencontres impromptues. Des Oui. fois en voyage, c'est Hey. là, c'est ces rencontres-là, c'est ces échanges-là qui me nourrissent le plus. Tout à fait. On dirait que c'est tellement pas dans le jugement. Tu verras pas cette personne-là possiblement de toute ta vie, mais le moment où tu es avec Ouais. elle ou la semaine où tu jases avec elle parce que tu es en vacances à la même place, c'est un moment propice, tu échanges. Ah oui, tu vas chercher quelque chose, puis ça peut te servir, comme ça peut juste être du divertissement. Mais je pense que c'est l'effet curiosité envers les autres qui nous amène là. Mais je suis un peu comme toi là-dessus aussi. Mais tu sais, moi, je suis jamais fermée à des nouvelles amitiés. Tu sais, il y en a qui disent, moi, c'est correct, j'ai pas de temps, j'ai pas le temps pour des nouveaux amis. Moi, tu vois ça, moi, je suis toujours ouverte à ce genre de... Tu sais jamais qui tu vas rencontrer, que ce soit dans du... Tu sais, moi, là, Alex Perron est un bon exemple. Alex Perron est arrivé dans ma vie. Ça fait longtemps qu'on se connaît par le biais du métier. Tellement fin, Alex. Ah, mais Alex, c'est Ouais. un coup de cœur amical profond. C'est-à-dire que... C'est bizarre comment je viens de dire ça, mais ce que je veux dire, c'est on s'est rencontrés à la radio, on a travaillé 6 mois à peine ensemble. Écoute, il est fin, mais on a connecté, ça a fonctionné. Je considère maintenant que ça fait partie de mon cercle d'amitié. Mais il y a des gens comme ça qui arrivent dans ta vie, puis qui restent. Ça prend pas grand-chose, là. C'est comme, on dirait des fois, un frère ou une sœur que tu retrouves spirituel. Oui, tout à fait. Puis il y a des moments différents de ta vie aussi. Quelles sont tes plus belles qualités? Je pense que mon écoute et mon empathie, je pense. Ouais. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on dirait de toi, là, si on J'espère. questionnait? J'espère. J'ai une face à confidence, peut-être, et une face à confiance. C'est-à-dire que il y a plusieurs personnes qui... Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai une bonne écoute. Je pense avoir une bonne écoute. Là. C'est toujours... On dirait que ça fait prétentieux comme commentaire, mais pas du tout. Mais, tu sais, je vais être toujours là pour écouter, puis je détecte les gens qui ont besoin de parler. Puis je vais les écouter. Même si toi, tu es une verbomoteur aussi, puis que tu parles, tu vas avoir ton temps. Moi aussi, j'ai découvert ça. Je suis très verbomoteur, j'aime ça me raconter, j'aime ça être on the spot, mais que je me surprends à être plus dans l'écoute que je pense. Mais des fois, il y en a qui ont besoin de ça, et tu le sens. Moi, je trouve que... Mais je sais pas, c'est inné peut-être chez nous. Je te dis que je retiens ça un peu de mon père. C'est peut-être le ça côté aussi. psychologue que tu aurais peut-être... Quand j'ai l'impression, en fait, du bien à quelqu'un sans nécessairement faire quelque chose, ça me fait du bien à moi. Puis qu'est-ce que tu admires chez les autres comme trait de caractère? Qu'est-ce qui que te séduit, mais ou que tu aimes justement de tes amitiés, que tu reconnais puis que tu apprécies ou que même que tu t'attends d'une personne que tu côtoies? La confiance, évidemment. Là, moi, ça, c'est probablement en amitié, en couple, tout, c'est probablement la plus belle qualité aussi. Mais moi, j'admire les gens qui ont un côté fonceur. Advienne que pourra. Là, tu fais ouais, moi, ça m'inspire. Puis Ça me fait avancer. Toujours. Moi, j'ai été comme ça. Mais le côté fonceur, tu sais, je regarde mon chum, là, c'est un fonceur dans la vie. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Il est là où il est rendu, mais il a mérité sa place. Ça, j'admire ça. C'est ça qui t'a séduit, entre autres, chez lui? J'imagine que oui. Oui et non, mais tu sais, j'ai découvert, j'ai appris de ça en étant avec lui, mais ça, j'admire ça. Moi, c'est peut-être un petit manque de confiance à l'occasion qui a fait que il n'est pas sûr, syndrome de l'imposteur tout le temps, le ci, le ça. Tu sais, le livre est un bon exemple. Moi, quand on m'a proposé ça, je me dis, pourquoi on me propose ça à moi? Quand Alex m'a regardé, vas-y, t'es capable. Là, je vais, ouais, OK, let's go. Tu comprends ce côté-là tout le temps de ne pas te dire, mais c'est-tu ma place, c'est à moi, c'est pas. Ça, j'admire ça chez les autres. C'est important, les gens significatifs comme ça. Tu vois, il m'a juste dit, il m'a donné ce petit. Oui. Il m'a encouragé. Oui. Tu aurais eu quelqu'un d'un petit peu plus négatif ou qui aurait dit, ben ouais, c'est vrai que tu aurais peut-être reculé. Moi, là, quelqu'un qui est négatif, je deviens négatif. Moi, je suis un tampon, là. Trop. Moi, tu vois, c'est une affaire que j'essaie d'amener. Ouais, plus un éponge qu'un tampon, mais oui. Moi, quelqu'un qui est négatif, je deviens négatif. Quelqu'un qui est positif, je deviens positif. Puis ça m'énerve, ça. Ça m'énerve, puis j'y travaille. Caméléon. Oui, c'est une belle qualité, mais quelqu'un qui est négatif, je deviens négative, j'arrête pas, je me tombe ses nerfs. Ça, pour vrai, j'y travaille parce que tu chialerais tout le long, j'aurais chialé tout le long.
Non, mais c'est ça. On dirait que je m'ajuste. Mais oui, c'est drôle parce qu'on a fait, en début de saison, on a fait des tests de personnalité dans nos équipes à rythme. Puis, ce qui est ressorti, c'est le côté très caméléon. Et c'est vrai que je vais m'adapter. Ça, je pense que c'est une qualité que j'ai de m'adapter avec qui je suis. Je vais m'adapter. Mais Puis ça pas peut, à que- un moment donné, te miner si c'est dans une circonstance comme ça de négativité ou de... Ça, oui, mais je me Ouais. gênerais pas. Moi, si je suis pas bien dans un environnement, j'ai pas beaucoup de filtres. Non. Ça, c'est un défaut et une belle qualité, je te dirais, Ah ouais, mais j'allais ça te peut être un demander tes défaut. défauts. Ah, écoute, c'est un défaut, mais en même temps, tu vois, moi, Ben je oui. le vois souvent comme une... T'es aligné avec tes chakras. Qui tu as en C'est avant comme de ça que toi, j'appelle ça, moi. Tu sais exactement qui t'a... What you Tu see peux is what avoir you l'air... Ouais, des fois, ça peut être... Tu fais comme... Hey, pèse tes mots. Là. Mon chum, il dit des fois, sérieux, réfléchis avant de parler. Des fois, je pense pas nécessairement à ce que je dis ou ça sort mal. Ça, c'est un pas pire défaut. J'y travaille encore là. Mais ouais. Je sais plus où je m'en vais avec ça. Non, mais c'est dans le sens que tu parlais, on parlait des qualités des défauts, puis tu Ouais. disais, ben moi, je suis plus caméléon, puis vous avez fait un test. Oui, bien c'est ça, tu sais. Puis, c'est drôle parce que je trouve que des fois, les caméléons, il y en a qui disent, ouais, mais tu t'ajustes, mais c'est parce que t'es pas capable de prendre ta place. Non, c'est pas à ce niveau-là. T'es une telle personnalité. Ça vient de Ben, l'empathie je vais m'ajuster. aussi, Ben là. oui, je vais m'ajuster à toi, puis je vais mettre ma couleur à moi là-dessus. Tu sais, ça m'en prend beaucoup pour que me tombe ses nerfs, là. Puis eux, ils font faire des tests comme ça en radio. Tu disais Ouais. que c'est à la radio. Ouais. C'est-tu commun? C'est une des premières fois que tu vivais ça? Oui, je pense qu'on a essayé ça tout simplement pour. Puis c'était le fun parce qu'on commençait une équipe où on se Pour connaissait apprendre pas. à vous connaître. Exactement. Voir si ça allait Ouais, peut-être mais je trouve ça le fun parce Oui. que tu vois des aspects de certaines personnes. Après ça, il y a quelqu'un qui est venu en studio nous expliquer, pas à la radio, là, mais qui est venu en salle de conférence nous expliquer, tu sais, pourquoi tel trait de personnalité, puis de quelle façon tu peux gérer ça. Mais non, c'était le fun, puis c'est le fun d'en apprendre sur nous aussi. Tu sais, ce genre de test-là, tu fais que, ah ouais, OK, je pensais pas que j'avais ce petit côté-là, ou ah oui, ça décrit bien exactement la personne que je pensais être. Non, je trouve ça bien le fun, moi, les tests de personnalité comme ça. Puis ça fait quand même un bon moment que tu es avec ton conjoint. Oui. C'est quoi ta recette pour toi, là, de ton côté à toi, mais ou des deux aussi, pour que C'est la communication. Là, c'est assez la base. Même si mon chum et moi, on est capable de... Tu sais, moi, j'ai mon opinion, De il y a vous la sienne. challenger pas On est mal. capable de se challenger. Je pense que... Tu sais, quand tu as une vie de famille, le danger, c'est de mettre les enfants au centre de la famille et non le couple au centre de la famille. Moi, tu vois, un de mes défauts, c'est peut-être de mettre les enfants beaucoup trop au centre de la famille et non le couple au centre de la Puis famille. d'oublier D'oublier, exactement. Maintenant, j'oublie moins. Mon chum m'a amené à ça, puis c'est une de ses belles qualités, pour vrai, de dire hey, l'importance du couple à travers la famille. Mais je pense que c'est de communiquer le plus possible. Tu sais, moi, que ce soit dans ma vie amoureuse, dans ma vie professionnelle, en amitié, moi, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, je peux pas garder ça pour moi. On s'en parle. On s'en va. Tout de suite. Je peux pas me coucher. Moi, je me coucherai pas en chicane, Non, c'est ni avec comme mes ça. enfants, ni avec mon chum, ni avec mon père. Je suis incapable. Je suis pas capable. Donc, je pense que ça, c'est la clé du succès. Il faut que ça sorte. Oui, il faut que ça se... Non, mais puis c'est correct aussi. Tu rumines ça pas. T'es pas une accumule. rumineuse, là. Exact. Ça, rumine Non, pas les mais affaires. parce que moi, si j'accumule, je peux être déplaisante. C'est dans le sens que je suis capable, avec mon non-filtre, d'être très... Mais je pense que c'est vraiment ça, tu sais, d'essayer de se trouver des moments ensemble. Puis là, les enfants vieillissent aussi. Tu sais, quand ils étaient plus jeunes, je pense qu'on retrouve ça tranquillement. Oui, puis c'est important de le faire. C'est facile à dire, ouais, trouver une activité en couple, c'est important, mais il faut le faire. Il faut le faire. Y a-tu un rêve que tu aimerais réaliser? Professionnellement parlant ou... Les deux. Professionnellement parlant, j'aimerais beaucoup un jour... Moi, mon gars a le sens de la caméra. Mon gars peut me faire une crise de bacon, puis tu dis, OK, ça tourne. Hey! C'est fascinant. Pour vrai, il y a un talent inné chez lui. Et je te dirais pas qu'il retient ça de moi. Dans la mesure où mon gars, je ne sais pas, que pour vrai, la caméra l'aime. Faire un show de télé avec mes enfants, pour sous quelle forme, aucune idée, ça, j'aimerais ça. Vivre ce trip-là pour qu'ils comprennent tout ça. Ton univers. Mon univers. Puis... Ça, j'aimerais ça. À quel niveau? J'ai des idées en tête. Tu vois, quand je te dis que je vais avoir du temps pour développer, ça, j'aimerais ça. Ils sont encore peut-être un peu jeunes parce que, tu sais, mais ça, ce serait un rêve. J'aimerais beaucoup ça. Oui, vraiment. Puis, côté famille, côté vie personnelle, y a-tu un projet, un rêve que tu aimerais réaliser? Ben écoute, nous, on a un rêve de chalet, je te dirais, mais ça, c'est un rêve matériel, là, mais un rêve de chalet pour être sur le bord de l'eau puis profiter de, tu sais, ça a toujours été un rêve de famille. C'est un rêve dans notre famille, mais de voyager, tu sais, de voyager. Moi, mes parents, je dis mon père, là, mais mes parents nous ont fait voyager beaucoup quand on était jeunes. Nous, on partait en Europe tous les étés. Mon père, du fait qu'il était
psychologue interculturel, il connaît beaucoup de gens partout à travers le monde. Il a travaillé pour l'UNESCO aussi et le Cirque du Soleil. Ce qui fait qu'il a eu plusieurs connaissances. Il nous a appris à voyager avec des locals, comme on appelle. J'aime ça dire ça, mais avec le monde, voyager différemment. Oui. Exact. Donc, ça, je veux donner ça à mes enfants aussi, le goût de voyager, de voir le monde, de c'est quoi les autres. T'sais, nous, on a une façon de vivre, mais de montrer le plus possible le monde à mes enfants. La culture différente, la bouffe différente, c'est tout ça. Mais moi, j'ai été élevée comme ça. Tu comprends? Fait que pour moi, c'est super important de leur montrer ça. Parce que je sais ce que moi, ça m'a apporté dans ma vie, d'être ouvert sur le monde. Puis je veux aussi, mes enfants, je les forcerai jamais, là, mais de leur montrer tout ça. Ça, c'est dans un futur proche de me mettre à voyager davantage. Oui, puis tu parlais d'ouverture que toi, tes parents t'ont amené, puis à l'époque, c'est justement, on parlait de racisme, puis ça, nous autres, ça n'a jamais rentré chez nous, ça n'a jamais été question. Non. Mais avant, tu sais, c'était plus, dans certaines familles, c'était un peu plus difficile d'accepter les différences. Là, nos enfants grandissent avec ça, les autres, ils n'en voient pas, là. Non, ils n'en voient pas de différence. Mais tu vois, mes enfants sont allés dès la garderie. Il y avait des gens d'origine différente, mais nos bons amis, c'est deux mamans. Ça fait partie de leur vie. Et ça, pour moi, c'est très important, qu'ils acceptent la différence. Peu importe que ton ami soit homosexuel, qui veut changer. Écoute, là, je suis extrême dans le sens, mais ça, pour vrai, on dirait que c'est naturel chez mes enfants. Et ça, c'est une belle fierté pour moi. Je te dis pas qu'à un moment donné, dans les amitiés, il y a de l'influence et tout ça, mais ça, pour moi, je pense que l'ouverture sur le monde amène ça aussi, cette ouverture-là à toutes les différences possibles. Puis le fait de faire mes livres aussi sont impliqués indirectement parce que des fois, je leur raconte l'histoire, je leur parle des... Ils peuvent même faire des références. Ils font des références. Tu sais, Thomas, s'il y a une expression qu'on veut imager, je vais lui demander, tu comprends-tu ce que ça veut dire ça? Il va dire oui, non. Ma fille, du fait que je travaille avec son éducatrice aussi, très impliquée en meeting, elle reste assise à côté de nous propose des tournures de phrases. Tu sais, il y a quelque chose de le fun là-dedans, mais tous les enjeux qui sont abordés, elle les comprend. Tu sais, l'empathie, elle ne savait pas trop ce que c'était parce qu'on travaille sur un en ce moment qui est l'empathie. J'ai réussi à lui expliquer à travers le livre. Pour moi, ça me dit, est-ce que c'est mission accomplie? Est-ce qu'elle comprend ce que ça veut dire? Tu comprends? Fait que, tu sais, pour moi, c'est toutes des valeurs que j'essaie de leur montrer. En terminant, où tu aimerais te voir comme maman? C'est quoi les défis ou les choses que tu aimerais changer ou que peut-être des petites choses que tu dis, ça, j'aimerais ça comme me départir de ça, mettons, dans 5 ans ou dans 10 ans? Des défis comme mère que tu pourrais te donner? Arrêter d'avoir peur d'avoir peur. Ça, c'est mon quotidien, c'est mon combat quotidien. Que ce soit pour moi, que ce soit pour mes enfants. T'as peur de quoi? Mettons, que ça peut être des maladies, ça peut être... Peur d'avoir peur. Je te dirais peur d'avoir peur. Si mon chum était assis, il dirait peur d'avoir peur. D'avoir peur. Pose même pas de questions. Overall, peur d'avoir peur. On partira pas à la liste. Non, mais pour vrai, ça, tu sais, être capable de dire, regarde, ils vieillissent, à un moment donné, il faut qu'il y ait une certaine indépendance. Exact. Mais aussi de garder, cela dit, de garder la belle complicité que j'ai avec mes enfants. Je pense que... J'espère vraiment conserver ça. Depuis leur jeune âge, on a nos trucs à nous, là, mais d'une façon de communiquer. Puis j'espère, même quand ils seront à l'adolescence, d'être capable, que ma fille soit capable de me dire que si elle a eu sa première relation sexuelle, qu'elle ne soit pas gênée d'en m'en parler. Que si elle a une peine, elle a une angoisse, si mon gars, il y a un stress. En ce moment, on est beaucoup là-dedans. Nous, le soir, avant de se coucher, depuis qu'on est jeune, pas depuis qu'on est jeune, depuis qu'ils sont jeunes, on a ces conversations-là. C'est souvent le soir, avant le dodo. Ça, je veux conserver ça. Je veux conserver, tu sais, tout en leur laissant leur secret à eux, parce qu'on en a tous, puis c'est important d'en avoir, mais de garder cette complicité-là, puis leur complicité à eux aussi. Oui, entretenir ça dans la fratrie. C'est correct, mais tu sais, la complicité qu'on a dans notre bulle à 4, ça, je souhaite ça plus que tout au monde. Je pense que c'est ça la... De travailler à maintenir ça. Exact. Puis c'est ça la famille, tu sais, mais il faut l'entretenir, il faut arriver là, il faut faire l'exercice aussi de le faire. Tu sais, moi, j'ai des amis qui disent « T'es tellement collé sur tes enfants. » Oui, mais j'ai pas fait des... Tu sais, moi, c'est mon objectif. Je n'ai pas fait les mettre dans le garde-robe. Non, mais tu sais, c'est correct. Moi, je juge pas ça. Tu sais, les enfants qui... C'est correct. Mais moi, c'est ma priorité, puis ça va demeurer ma priorité, mes enfants.
Mais je te souhaite, en tout cas, puis je pense que tu es bien partie. Je Merci. suis vraiment contente. Puis tu sais que, je ne sais pas si tu avais vu, mais je remets des diplômes à mes invités. Oh, OK. Je suis un prof, hein? Fait que Ah, je ben remets oui. un diplôme. Mon Dieu, c'est le premier. Non, c'est pas vrai. J'ai Il y en mon a qui diplôme veulent universitaire, dire. je suis correct. Il y en a qui veulent dire, ça va Je suis être correct. mon premier ou ça, Ouais. il va figurer parmi. Puis je remets toujours ça, un diplôme là, en lien avec. Puis j'aime ça préparer ça d'avance OK. aussi, en lien avec vos réalisations. Donc, certificat d'engagement décerné à Marie-Christine Proulx pour tous ses matins engagés envers le public, pour toutes ses réalisations professionnelles, pour sa polyvalence et sa spontanéité, pour ses nombreuses causes qu'elle porte avec cœur, pour ses nombreux intérêts, pour ses fous rires si bien communiqués avec ses collègues de travail, pour l'histoire de Marine et celle d'autres qu'elle voudra écrire, pour sa conciliation travail-famille et pour les choix parfois difficiles qu'elle a su prendre afin de prioriser la sienne, pour son amour du ski, parce qu'on n'en a pas parlé, mais Ah tu ouais. aimes bien le ski, pour son amour du ski et des activités plein air qu'elle pratique avec ceux qu'elle aime, pour ses 2 chefs-d'œuvre, Emma et Thomas. Oh, Merci, t'es fine, Marie-Christine. merci. C'était super agréable. Merci, t'es Vraiment, gentille. merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Puis on a appris à te connaître. Puis c'était vraiment une belle rencontre. Ben, pareillement, merci. Merci.